Saviez-vous qu'une super lune bleue sera visible dans le ciel du 31 janvier? Que le Premier ministre Édouard Philippe organise le 1er février un séminaire gouvernemental pour dégager les premières pistes d'économie? Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme le tournoi des 6 nations qui démarre le 3 février, où Laurent Wauquiez, qui réunit le Conseil national des Républicains le 26 janvier, seront au cœur de l'actualité avec notre invité, l'ancien international de rugby et président fondateur de la marque Eden Park, Franck Meynel. Il est juste là. Et nos journalistes, eh bien nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Franck Meynel. Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour Franck Meynel. Merci à tous de nous suivre en direct sur Figaro Live. Posez vos questions dès maintenant à notre invité Franck Meynel, il vous répondra au cours de l'émission directement en face à face, par écran interposé, n'est-ce pas Fred? Bien sûr. Franck, on est très heureux de vous accueillir. Nous allons évoquer l'actualité des semaines à venir, mais commençons par votre actualité. Alors rappelons que vous êtes ancienne internationale de rugby. On vous a vu briller sur les terrains sous le maillot de l'équipe de France pendant 8 ans, de 1987 à 1995. Vous êtes également le fondateur et PDG de la marque Eden Park qui vient de fêter ses 30 ans. Et en 2012, on va le préciser, vous avez aussi créé l'association Les Papillons du Cœur. On y reviendra tout à l'heure et on parlera de votre actualité ensemble, bien sûr. Mais tout de suite, chers amis, voici le sommaire de cette première partie de l'émission. Marc Landré nous dira tout ou presque sur Édouard Philippe, qui réunit ses ministres à Matignon en vue de faire des économies. À tout à l'heure, Marc. On démarre tout de suite avec du rugby, ça tombe bien, Franck. Et Laurent Louette, bonjour Laurent. Salut Jbad. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du service sport au Figaro. Laurent, le 3 février prochain débute le tournoi Destination de rugby, c'est pas n'importe quoi. Puis d'abord, c'est quoi ce tournoi Destination? Le tournoi Destination, cette vieille compétition, vous savez, quand on était enfant, hein, Franck, on regardait ça à la télévision, il y avait Roger Coudert qui commentait les matchs du tournoi, et ça nous a donné envie de jouer au rugby. Le tournoi Destination, c'est, allez, la compétition de référence, on n'a pas peur, on est un petit peu chauvin, nous, en France. Oui, la compétition de référence dans le monde, en tout cas dans l'hémisphère nord, de référence de rugby pour les sélections nationales. C'est bien. C'est bien? Oui, c'est bien dit. J'enchaîne? Oui, non mais ça a été créé quand pour que les gens arrivent bien à resituer? Ça a été créé en 1883 et puis aujourd'hui, c'est créé avec 4 équipes, d'abord 4 nations. Nos amis britanniques ont fait ça un petit peu sans nous au départ. Et puis ensuite, la France est rentrée, début du siècle dernier. Et puis les Italiens ont intégré le tournoi des 6 nations en 2010. Aujourd'hui, la France joue avec les 4 nations britanniques, Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles. Et l'Italie se dispute finalement le titre de champion d'Europe de rugby chaque année, l'hiver, parce que le rugby est un sport d'hiver. Et la France s'est bien classée depuis, donc vous disiez 1883 dans ce tournoi? Oui, alors on adore les Britanniques et surtout les Anglais. Ils sont en tête au nombre de victoires. L'année dernière, ils ont encore gagné. 38 victoires sur le total depuis la création du tournoi. Nous, on est un peu loin, enfin, un peu décroché, 25 victoires depuis que le tournoi existe, mais on a surtout réalisé, c'est notre grande fierté, 9 grands chelems. Et alors là, c'est quoi un grand chelem? Franck, soyons clairs. Franck, je te dis parce que c'est difficile. Mais dis-moi Laurent, et bravo pour ton introduction, elle est parfaite. Le grand chelem, c'est l'enchaînement en fait de toutes les victoires. À mon époque, c'était le tournoi des 5 nations, donc il fallait battre 4 équipes. Aujourd'hui, c'est devenu 6 équipes avec l'arrivée de l'Italie, donc il faut battre 5 équipes. C'est le Graal, c'est ce qui permet de rendre toute sa noblesse finalement à cet événement qui est aussi une mondanité, le tournoi des 6 nations. Aujourd'hui, c'est un peu comme Roland-Garros, comme Wimbledon ou comme un Grand Prix de F1. Il y a beaucoup de spécialistes qui montent du Sud-Ouest, puis il y a aussi pas mal de gens qui sont prêts à basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de la tournure du match. D'accord. Franck, tu m'aides? Pardon, je t'ai coupé. Mais non, je disais Franck, tu m'aides? Si je te parle du 7 février, 1900... Mais oui, on va jouer un peu les nostalgiques, souvenirs. C'est ça? Oui. 1987.
Oui, écoute, tu me tends la perche parce que c'était vraiment le début de ma carrière. Et en fait, c'était mon premier match au Parc des Princes, puisqu'à l'époque, le rugby partageait le Parc des Princes avec le football. Et j'ai eu la chance de jouer pour ce premier match. Mes idoles, autant que l'équipe de France, quand j'étais tout petit, qui étaient les Gallois. Puisque moi, j'ai appartenu à une génération qui admirait Phil Bennett, Gareth Edwards, Gigi Williams, JPR Williams, bref, ces types qui avaient des grosses rouflaquettes, qui étaient tous des fils de mineurs. Et c'est vraiment une équipe que j'ai adorée, et ça a été un privilège et un honneur de les rencontrer pour la première fois au Parc des Princes. Allez, d'autres dates. Victoire derrière, vous enchaînez le 21 février 1987 avec le 15 de France, par une victoire contre l'équipe d'Angleterre à Twickenham. 19-15. 19-15, tu te souviens chez nos amis britanniques. Là, je suis pris dans la tenaille de la connaissance. Les Anglais, les France-Angleterre ou les Angleterre-France, pardon, dans le tournoi de destination, on appelle ça le crunch. Ouais. C'est un match particulier. Ça ne se mange pas. T'en as des souvenirs? Non, oui, et puis c'est un truc qu'on entretient. Moi, j'ai été élevé par un père qui était un fondu de voile, et donc qui m'a surmotivé contre les Anglais, puisqu'à chaque fois que Tabarly innovait, soit avec ses cuillers en uranium, son Paul Ricard qui était coupé en morceaux, etc., il ne manquait pas de me rappeler que les Anglais avaient juste formalisé un rugby qui datait du Moyen-Âge et qui s'appelait la soule à l'époque, pour relativiser un peu les choses. Mais c'est vrai que comme les Anglais ont tout organisé, y compris les règles, ils gagnent souvent. Alors Twickenham, c'est le temple, c'est quelque chose d'absolument mythique, et ça vous fait froid dans le dos parce que contrairement à tous les pays latins, l'Argentine ou même l'Italie aujourd'hui, on a des petits applaudissements de golf et énormément de connaisseurs à Twickenham. Il n'y a pas beaucoup de mondanité, il y a surtout de l'éducation, de l'instruction, et ça glace parfois un peu. Cette année-là, 87, vous avez battu ensuite l'Écosse 28-22 le 7 mars, puis le 21 mars, vous avez conclu votre grand chelem 1987 avec le 15 de France à Dublin contre l'équipe d'Irlande, équipe que la France, dans le tournoi 2018, va rencontrer en match d'ouverture, puisque cette année, le 15 de France, en 2018, se lance à la conquête du tournoi destination. On peut vous parler de quelques bonnes raisons pour lesquelles il faut le suivre, ce tournoi. 3 bonnes raisons de suivre ce tournoi destination 2018. Ça tombe bien, Laurent. Franck, tu m'aides. La première, c'est d'abord que, ce 15 de France est un 15 de France qui va être un 15 de France New Look. Il y a un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur, Jacques Brunel, et puis de nouveaux adjoints, Jean-Baptiste Elissade, Julien Bonner, que tu connais, Sébastien Bruno. Donc, a priori, on peut s'attendre à un 15 de France avec un jeu remodelé, Franck. Bon, en tout cas, on l'espère tous, parce qu'on a été un peu chahutés durant la tournée du mois de novembre. Donc on espère une réaction, et une réaction d'orgueil en tout cas, et puis la nouveauté devrait pouvoir mettre un peu d'énergie dans tout ça. On a une organisation un peu complexe en France, qui fait que les gens sont pour l'instant un petit peu pessimistes sur cette nouvelle tournure, mais il faut être derrière notre équipe. Et je pense que dans ce pays, il faut avoir une équipe de France très forte. Je pense que c'est même bon d'un point de vue économique. Petit message à Sa Majesté, mais je crois qu'il faudrait qu'on ait une équipe de France qui redore son blason. Pour la faire très très courte, vous savez qu'il y a des rivalités en ce moment entre la Ligue, qui est riche et qui a de l'argent au travers des différents clubs, et puis il y a cette équipe de France qui est un peu bousculée en ce moment. Il faut que tous ces gens se mettent autour de la table, surtout ceux qui ont beaucoup d'argent, puisque comme vous le savez, c'est l'argent qui décide, et qu'ils arrivent à trouver un compromis pour qu'on retrouve vraiment une équipe de France qui soit forte. Enfin, qui peut faire le lien entre la Ligue, là, c'est le président Macron, bien sûr. Oui. Moi, je pense que c'est un sujet d'État. C'est un sujet d'État. Vraiment. On en parlera en économie tout à l'heure, on peut. On parle d'économie. Je préfère Federer à titre personnel. Oui, voilà, c'est ça. Si vous voulez, mais il joue pas dans le même sport. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais pardon, excusez-moi. Le jeu appartient aux joueurs. Autre raison. Laurent. Une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs. Il y a une génération de joueurs qui est formidable, qui arrive en France. Des jeunes joueurs, plein de talent, bourrés d'ambition, plein de qualités. Alors on peut en citer quelques-uns. Le jeune Dany Priso, par exemple, le pilier gauche de La Rochelle, qui a brillé le week-end dernier en Coupe d'Europe. Ou encore Sédaté Gomez, qui joue au Racing 92, ce pilier là encore. Ou derrière des demi, Antoine Dupont, Mathieu Jalibert qui joue à Bordeaux, ou encore Anthony Bello, qui sont des ouvreurs, poste que tu connais bien. Cette génération, est-ce qu'elle peut apporter sa jeunesse, son enthousiasme? Certainement, d'autant plus qu'il y a une tournure mondiale du rugby qui évolue dans le bon sens. Moi, j'ai participé un peu à l'évolution des physico-physiques, en tout cas au début des physico-physiques, où on a ces Golgoth absolument indispensables, mais parfois un peu trop nombreux sur le terrain. Et les All Blacks ont montré le chemin. Les Japonais qui nous ont chahutés au mois de novembre montrent qu'on peut avoir un gabarit très raisonnable, et pouvoir jouer au rugby à très haut niveau. Et c'est par la vitesse, par la précision de passe.
nous avons été bercés, ma génération a été bercée par les Boniface, les Mazot, les Gachassin, par cette éducation. On ne comprenait pas toujours bien et on pensait que P égale MG était le résumé. Mais aujourd'hui, la vitesse, la précision de passe montre que ce jeu peut être pratiqué par tout le monde, ce qui est quand même très encourageant pour tous les enfants et leurs mamans, et également très spectaculaire. Qui dit vitesse dit aussi rugby à 7, et il faut que ce rugby soit spectaculaire, il n'est déjà pas facile à comprendre, donc si jamais on le rend spectaculaire, on va générer des stars et on générera de l'enthousiasme sur ce sport qui le mérite. Une raison un peu mode, un peu esthétique, un peu prête à porter, on va dire. Le 15 de France, et là Franck, je vais donner mon avis, moi, mais le 15 de France va porter un nouveau maillot qui vient d'être présenté. On le voit à l'image. Alors, il y a une version, on le voit à l'image. Très beau maillot. Pour les matchs à domicile. C'est Batman. Le bleu de France. Oui. Et puis une version pour les matchs à l'extérieur. Une version donc un peu plus blanche, mais toujours tricolore. Alors, ça ressemble un peu au maillot. C'est marrant. Alors là, je dis ça, l'équipe d'Allemagne a sensiblement le même maillot en football. Non, mais c'est vrai. C'est pas faux. En fait, comme Marc Landré, Fred, vous parlez d'un sport que nous n'évoquons pas. Bon, on n'évoque pas ça de tout de suite. D'accord. Donc on va espérer qu'avec ce nouveau maillot, l'équipe de France, comme le disait Franck, apporte une nouvelle touche à son jeu. Alors, avant que vous nous parliez des bookmakers, Laurent, je tiens le calendrier. Prenez un papier, un crayon. Vous êtes prêts? Alors, samedi 3 février, France-Irlande, 17h45 au Stade de France. Dimanche 11 février, Écosse-France, 16h. Vendredi 23 février, France-Italie, 21h à Marseille pour les Marseillais. Absolument, c'est une nouveauté. Je dis ça parce qu'il faut soutenir l'équipe de France, comme Franck nous le rappelait, et on sera derrière. Samedi 10 mars, France-Angleterre, 17h45 au Stade de France. Et samedi 17 mars, Pays de Galles, France à 18h. Pour la petite histoire, je voudrais juste rajouter qu'il y a, en plus bien sûr du soutien qu'on doit apporter à l'équipe de France, il y a un match extraordinaire qui aura lieu, le dernier match du tournoi Destination, qui est un truc à regarder parce qu'il opposera l'Angleterre et l'Irlande. Ça se jouera à Twickenham et ce sera le jour de la Saint-Patrick. Ça peut être un match complètement décisif, incroyable. Et il y a déjà beaucoup d'aventures entre l'Angleterre et l'Irlande. Il y a de l'histoire sur l'opposition de ces... Et ce match-là sera vraiment un match mythique. Et les places seront chères dans les pubs. Et peut-être même sur le plan sportif, une finale du tournoi, puisqu'on va le voir, les Anglais et les Irlandais sont assez bien placés par les bookmakers pour la victoire finale. Qu'en est-il de nos amis les Bleus? Alors pour les Bleus, c'est pas terrible. Je suis allé un petit peu circuler sur le net, aller voir en Angleterre. Et donc l'équipe de France a une cote de 15-1 pour une victoire dans le tournoi 2018. Ce qui n'est pas terrible, puisque les Anglais sont à 1,85-1. Les Irlandais, on vient de les citer, à 2,25-1. Donc vraiment deux favoris. L'Écosse est à 11-1, derrière les deux favoris et devant la France. Et nous faisons mieux finalement que l'Italie qui est à 500-1, qui va encore chercher à enregistrer sa finale. Mais moi, les statistiques, sa victoire, pardon. Non, mais c'est important ces statistiques parce que nous, quand on est au fond du saut, généralement c'est là qu'on sort des matchs immenses. On a du mal à assumer la position de leader. Alors là, comme challenger, on est parfait. Merci. Non, très bien. Encore un pronostic? Non, juste, puisqu'on a parlé de Grand Chelem, on a donné la définition. Oui. Pour espérer un Grand Chelem, l'équipe de France, cette année, doit vraiment faire mieux, beaucoup mieux que ce qu'elle a fait la saison dernière. Elle est à 60-1. C'est pas terrible. Non, mais je rappelle, Laurent, pour terminer ton excellente présentation. Oui, il est bien, il devrait être patron des sports. Moi, je le dis. Non, mais que c'est faisable et que la magie du Destination, c'est aussi cette capacité parfois à complètement retourner les pronostics et les statistiques. Et de temps en temps, il y a des surprises incroyables. Ça existe toujours, c'est ce qui fait le charme de cet événement aussi, je trouve. La French Touch. Voilà. Moi, j'aime bien vos encouragements. Vous auriez pu être entraîneur de rugby, non? Non. Pourquoi? Parce que je suis nul. Je suis pas bon. Je pense que j'ai pas... Parfois, on fait des parallèles entre le statut de chef d'entreprise et puis celui d'entraîneur, etc. Je crois que c'est deux choses vraiment très, très différentes. Et puis, je suis arrivé un peu tard, moi, dans le rugby. J'ai commencé le rugby à haut niveau à 26 ans. Donc, je jouais avant dans un niveau tout à fait raisonnable. Donc, j'ai pas plein de lacunes et plein de... Alors, je suis une espèce d'autodidacte. Et puis j'ai laissé quand même des genoux, des chevilles, des épaules, un peu d'arcade sourcilière sur le terrain. Donc, à un moment donné, je pense que là aussi, il faut que ça suive. Avec Fred, on s'est dit que vous avez dû être quand même fortement sollicité pour occuper un poste d'entraîneur. Non. Non, pas tant. Non, parce qu'eux savent, ils connaissent la vérité, vous non. Oui, c'est ça. Voilà, on connaît pas toute la vérité. Merci beaucoup, Laurent Louette. On retrouve vos papiers dans le Figaro et sur lefigaro.fr, Sport 24 évidemment. Et puis vous avez une chose très importante à préciser. Oui, on sort un supplément Figaro Plus avec nos amis du Midi Olympique. Sur Federer. Donc, mauvaise pioche. Encarté le mercredi 31 janvier dans le Figaro. Donc un supplément Figaro Plus consacré au tournoi Destination. Quel talent.
Quel talent. Très beau supplément. Ouais, très beau supplément. Très souvent. Vous allez suivre le tournoi de près, on imagine. Vous allez même assister à des matchs. Oui, certainement. Je vais essayer. Et puis sinon, je regarderai avec plaisir à la télévision. Et je trouve que c'est... Il manque le bruit, il manque les impacts, mais c'est vrai que les retransmissions sont d'une qualité extraordinaire aujourd'hui. Hein, je vais être partagé. Mais j'aime bien aussi être dans les virages avec l'angoisse dans le pire des cas, éventuellement qu'un Écossais vous propose un 15 ans d'âge. C'est le seul risque que vous pouvez avoir en allant au Stade de France. C'est safe, vous pouvez y aller avec vos enfants et c'est aussi rassurant. C'est vraiment un joli moment toujours. Est-ce que ça vous rend nostalgique quand on évoque comme ça votre carrière passée ? Oui. Enfin, ce qui me rend nostalgique, c'est 3h moins 5 jusqu'à 4h et quelques, mais la nostalgie des entraînements passés dans la boue à Colombes, le long de l'A86, un peu moins. Mais si, parce que ça a été une aventure pour moi humaine extraordinaire, et qui a amené ensuite des choses nouvelles dans ma vie, mais c'était colossal. Ouais. Et oui, dans cette émission, il y a des jeux. On a décidé que c'était comme nouveau, ça. Ah là, c'est nouveau, vous avez mis à la tête de Marc. Alors, Laurent, Marc, un petit jeu tout de suite pour mieux connaître Franck Meynell. Franck Meynell a créé la marque Eden Park il y a maintenant 30 ans. À quoi le nom Eden Park fait-il référence? Laurent. Eden Park. L'Eden Park est un stade qui se situe en Nouvelle-Zélande, à Auckland, et c'est le stade sur lequel l'équipe de France, le 15 de France, en 1979, un 14 juillet, a remporté un test match historique. Le 15 de France mené par Jean-Pierre Rive, qui était capitaine, casque d'or, vous savez, ce joueur blond. A remporté une victoire historique contre les All Blacks néo-zélandais. On est rattrapé par le temps. Il n'y a pas un truc pour dire Béatrice parce qu'il avait la réponse avant, c'est pas possible. C'est pas possible, il connaît très C'est bien pas son une question sujet. d'économie, là? Non, si, on en aura, bien sûr, évidemment. Autre petite question, Laurent, Marc, quel est le symbole, le logo de la marque Eden Park? Laurent, vous ne dites rien, mon ami. Un nœud de marin, un nœud papillon, un œuf ou un nœud? Et la couleur? Non. La couleur? La couleur. Rose. Rose, et c'est quoi? Un nœud papillon. Oui. Ah oui, bien. Ce choix-là, il est venu comment en fait? Du nœud papillon? Il est venu de l'impérative nécessité, sous la pression de Pierre Salviac à l'époque, qui nous attendait au tournant et qui souhaitait vraiment qu'on fasse quelque chose lors de cette finale qu'on a eu la chance de jouer. Il a fallu au Racing Club de France, et il a fallu qu'on trouve le symbole d'un état d'esprit qu'on avait commencé à déployer pendant tout le championnat, en commençant à jouer avec des bérets à Bayonne, en jouant avec les chaussures peintes en doré, etc. Et on s'est servi de ce procédé d'animation, de motivation qu'on ne maîtrise absolument pas, mais qui s'est avéré vraiment très efficace pour arriver en finale au Parc des Princes. Et là, on s'est dit, quel symbole peut-on trouver de cet état d'esprit un peu décalé? Le nœud papillon. Et on s'est dit, on ne peut pas jouer en smoking, ça va être un peu compliqué. Donc on a juste gardé le nœud papillon qu'on a barbouillé en rose parce que notre mascotte, qui était la panthère rose à l'époque, nous a poussé à le faire. À propos de symbole, vous êtes devenu, vous, un symbole de réussite et de reconversion d'un grand athlète en businessman. Comment vous vous définiriez, vous? En fait, moi, je pense qu'on n'a pas fait... je me suis pas, comment dit-on, lorsque les sportifs se transforment, en tout cas... Métamorphosé, reconversion, voilà. En fait, moi, j'ai fait une conversion, puisqu'il faut quand même rappeler l'impérative nécessité que nous avions de travailler, puisque je fais partie d'une génération d'amateurs. Oui, le rugby était amateur jusqu'en 95. Voilà. Tous les lundis matins, il fallait aller bosser, ou étudier, ou aller en fac, ou moi aux Beaux-Arts, en l'occurrence. Donc il a fallu le faire, quoi. Il a fallu bosser, mais c'est vrai qu'on s'est servi de ce fantastique tremplin qui a été le fait de jouer avec un nœud papillon pour générer un logo spontané auquel il a fallu rattacher un produit. Et la légitimité a aussi fait qu'on a appris à déchirer des maillots de rugby pendant 10 ans, donc c'est logique à ce qu'on essaye de les fabriquer. Parfait. Voilà. Amis internautes, Franck répondra à vos questions en direct dans quelques minutes. Fred, c'est le moment de faire des économies. Absolument, absolument. Pas vous forcément, mais en tout cas, les ministres du gouvernement, en tout cas, n'est-ce pas? Ça va être beaucoup moins drôle, là. Ah non, mais c'est participatif, tout le monde répond. Exactement, tout le monde peut jouer. Alors, Marc, c'est parti. Je rappelle, vous êtes rédacteur en chef, responsable du service Éco-France au Figaro. Alors, le 1er février, Édouard Philippe réunit tous ses ministres à Matignon pour un séminaire gouvernemental un peu particulier. L'objectif du Premier ministre, dégager les premières pistes d'économie, ministère, pas ministère, dans le cadre du CAP 2022. CAP 2022 pour
Comité Action publique 2022. Bravo. Alors c'est le programme, je le rappelle, lancé en octobre pour réaliser une revue des dépenses et des missions publiques. Alors Marc, aidez-nous, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que le CAP 2022? Déjà, on va prendre un Doliprane. Oui. Parce que là, la présentation, elle fait mal à la tête de tout le monde. D'accord, mais alors, on va essayer de résumer un peu et d'être synthétique. C'est quoi ce CAP 2022, comme vous me posez la question? Parce que je vous l'ai écrit, donc vous le lisez parfaitement bien. Voilà. C'est quoi? C'est la grande réforme de l'action publique qui est voulue par le Premier ministre et qui doit déboucher sur un nouveau plan, un plan inédit de modernisation et de transformation des services publics et de la fonction publique. L'idée, elle est assez simple. Il suffit de passer en revue l'ensemble des missions publiques, l'ensemble des politiques publiques pour savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on transfère au privé. Et tout ça, c'est lié notamment au fait qu'il y a le numérique qui est arrivé ces dernières années et qui bouleverse tout sur son passage, y compris dans la sphère publique. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron, le président de la République, a promis 100% de services digitaux administratifs en 2022. Donc il va falloir que cette promesse, elle devienne réalité, et donc il va falloir numériser la fonction publique. Mais l'objectif final est aussi de faire des économies. Et là, Emmanuel Macron, il a aussi fixé un objectif, et comme il dit qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, eh ben, peut-être qu'il va le faire. Et là, en l'occurrence, il a promis qu'on dégagerait 4,5 milliards d'économies par an à partir de 2020. Et il va falloir les trouver. Alors comment? Simplement en rationalisant la présence de l'État sur les territoires, en créant des points d'entrée uniques là où il y en a plusieurs, donc des guichets, des fameux guichets uniques, en simplifiant les usages, ou encore en créant une certaine fluidité dans les démarches administratives. Mais vous connaissez tous aussi ce qu'on appelle le millefeuille territorial. Ouais. On a des tonnes de services publics qui s'enchevêtrent les uns les autres et qui fait qu'on n'y comprend rien. Le but du jeu, c'est de simplifier ce millefeuille, tout ça, pour faire en sorte de regarder ce que la collectivité la plus proche de chez nous est la plus légitime à faire. Bref, c'est de faire un petit peu de ménage dans ce millefeuille territorial pour voir quelle est la mieux placée pour exercer une mission. Le problème, c'est que ça a déjà été fait. Je vous donne juste un exemple pour conclure. François Hollande, l'ancien président de la République, lorsqu'il a réduit le nombre de régions à 13 en 2015, il avait fait une promesse. Il a même fait voter en première lecture un texte qui visait à supprimer à terme, en 2021, les départements. Et bien, le Sénat est revenu dessus et aujourd'hui, il n'y a plus de suppression des départements en 2021. Donc, dire les choses, c'est bien. Le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, le Premier ministre parle d'un plan de modernisation et de transformation. Est-ce que ce n'est pas une manière moderne, on va dire, de dire qu'on va réaliser des coupes sèches en définitive? Tout à fait, Étienne. C'est vrai qu'on ne parle plus de réforme aujourd'hui. On parle, parce que le mot est trop anxiogène, on parle de transformation, de modernisation. Tout ça, c'est de la sémantique, ce sont des éléments de langage qui sont préparés par des communicants pour essayer d'amoindrir un petit peu la pilule. Le problème, c'est qu'on en revient toujours à la même conséquence, c'est qu'on va tailler à la hache dans les dépenses publiques. Alors on dépense beaucoup par an, 1200 milliards d'euros par an de dépenses publiques, État, social et dans les collectivités. Alors officiellement, promis, on ne va pas faire comme avant. Là, il n'y a pas d'approche idéologique, il n'y a pas d'approche comptable, sous-entendu comme sous Hollande ou sous Sarkozy. On va faire les choses de manière intelligente. On va examiner point par point les différentes missions, les différents services. Chaque mission va être auditée à l'aune de son efficacité en se plaçant et du point de vue de l'usager, vous, moi, tout le monde, et du point de vue de l'agent public, le fonctionnaire. Et on va le faire dans la joie et la bonne humeur. Vous savez, un peu à la mode Macron, c'est-à-dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on fait de la participation collaborative, tout le monde donne son avis. Alors là, c'est la grande foire et un peu, quelque part, si vous me permettez l'expression, le grand n'importe quoi. Il y a une grande consultation numérique et des forums régionaux qui ont été lancés. Personne n'en est informé, personne n'y participe, mais ça va servir à décider. Il y a aussi un comité d'experts ad hoc qui a été lancé, qui est présidé par un célèbre économiste, macronien en l'occurrence, qui s'appelle Philippe Aghion, et qui est composé d'hommes et de femmes politiques étrangers qui ont réviser eux-mêmes leur politique publique dans leur pays, qui ont réussi à tailler dans les économies. Et il y a une concertation avec les syndicats qui a aussi été lancée pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la voilure. Il se trouve que les 3 principaux syndicats ont déjà claqué la porte en disant que c'était une farandole et que ça servait strictement à rien. Alors, pour revenir plutôt à la question initiale que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce dont vous parlez, couper, tailler, etc., les prédécesseurs d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe l'ont fait, on en parlait du moins. On en parlait. Donc, c'est quoi ce nouveau réellement CAP 2022, CAP 2022. Moi aussi, je vais faire un petit jeu, je ne peux pas taper sur le truc. Vous connaissez le dicton de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, tout se transforme. Alors, c'est un dicton, je vais faire un peu de culture, qui est lui-même inspiré d'une phrase du philosophe grec Anaxagore, qui disait, je lis parce que là je ne le connais pas par cœur pour le coup, rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Voilà, c'est ça
le cap 2022. En vérité, Macron n'invente rien. Il ne fait que transposer et mettre au goût du jour quelque chose qui existait déjà. Que ses prédécesseurs avaient fait ou pas. Donc cap 2022 n'est rien d'autre qu'une ressucée des dispositifs passés. C'est quoi ces dispositifs passés? Alors ça vous dira probablement rien, mais c'est les stratégies ministérielles de réforme, les SMR qu'avait fait Chirac lors de son deuxième mandat présidentiel. Mais c'est aussi la RGPP, la révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy. Et, plus récent, ça c'est parce que Alzheimer, ça s'attaque d'abord, voilà, mais c'est la modernisation de l'action publique, la MAP de François Hollande. De François Hollande. Mais une fois de plus, l'objectif final reste le même, c'est faire des économies. Et là, Macron a fixé des objectifs à terme très ambitieux, de baisser de 5 points le taux de dépenses publiques en France. Grosso modo, je ne vais pas demander une règle de 3 à Lolo parce qu'il est plus fort en rugby qu'en règle de 3. C'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Très bon en règle Combien de 3. d'économies? Vas-y, lis. Non, parce que les petits yeux. Federer. Non. C'est vrai, tu aurais pu. En gros, ça revient grosso modo à faire entre 60 et 80 milliards d'euros par an d'économies à horizon 2022, mais également de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. Alors, effectivement, les prédécesseurs, comme vous le disiez, Jean-Pierre, d'Emmanuel Macron, ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas trouvé la martingale. Alors la question est de savoir si Emmanuel Macron, qui a un peu tendance à marcher sur l'eau en ce moment, même depuis son mont Davos, est-ce qu'il va garder cette martingale et être capable de continuer à marcher sur l'eau? On verra bien. En tout cas, il est fort probable que les Français risquent de ne pas devoir attendre longtemps pour le savoir. Vous pouvez respirer, Marc. Là, Merci. on se pose, quel talent. On va avoir de l'eau, s'il vous plaît. Merci Marc, c'est très précis. Donc, et ça, c'est le séminaire gouvernemental le 1er février. 1er février. À Matignon. À Matignon, avec l'ensemble des ministres. Et le petit doigt nous a dit qu'il y aurait une réforme Fagnon qui serait annoncée lors de ce séminaire. Ça veut dire que ce n'est pas une réforme Fagnon, c'est une réforme étendard qui est censée ouvrir la voie du reste. Il faut juste éviter que l'étendard ne se transforme pas en chiffon rouge. On verra ça et on va suivre évidemment tout cela. Merci beaucoup Marc, on vous retrouve dans le Figaro et sur le Figaro.fr, les pages saumon du Figaro dans le print et sur le Figaro.fr sur Internet, n'est-ce pas? Tout à fait. Non, Franck. Marc, j'ai décroché au mot digitalisation. Ça me fait plaisir. Mais en tout cas, il est indéniable que ce mot génère la remise en cause dans tous les métiers du monde en ce moment. Une vraie remise en cause, parfois fondamentale et même révolutionnaire. C'est intéressant d'ailleurs de savoir, dans le cadre de votre business, aujourd'hui le e-commerce, ça représente quelle part par rapport à chez nous, ça représente un petit 8%, ça devrait déjà faire le double, largement. C'est une progression importante chaque année. Mais c'est un raz-de-marée, c'est un bulldozer. Il y a 6 ans, la Chine ne parlait à peine du e-commerce, à peine. Aujourd'hui, il y a Alibaba. Aujourd'hui, il y a Alibaba, il y a Amazon chez les Américains, et puis il y a d'autres systèmes. C'est totalement incontournable, et c'est vrai que ça boussole complètement les méthodes, la façon de distribuer, la façon de réfléchir. Je ne sais pas si c'est un argument ou une excuse pour ce joli projet, mais en tout cas, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que des entreprises comme la vôtre, y pensent, y réfléchissent, s'adaptent et revoient son organisation. Donc il n'est pas impensable ou illogique que l'État fasse de même, mais on voit que l'État, il a beaucoup de mal à le faire, parce que ça veut dire qu'en réorganisant, on supprime des postes, on transfère des gens qui étaient à un guichet dans un service public en province vers des postes qui sont numériques ou informatiques. Bouton rouge, voilà. Et c'est compliqué, merci, au revoir, à la semaine prochaine. Non mais c'est génial Marc, mais j'ai qui toc à la porte, il y a Karl Meus qui doit arriver, il y a Cyril. Mais non, on s'en fout. C'est un ami. Il a fait 15 minutes. Allez, on y va, hop. Allez, question QCM. Laurent, Marc, on se concentre. Testons une nouvelle fois vos connaissances sur Franck Meynell. À l'époque où Franck faisait du rugby, il s'agissait encore, comme il l'a dit, d'un sport amateur. Avant d'être chef d'entreprise, quel a été son premier métier? Il était coach. Non, écoute. Chef de pub chez Euro RSCG avec Séguéla, pilote d'hélicoptère dans l'armée, architecte ou coiffeur? Il a fait les beaux-arts. Donc je pense qu'il était plutôt avec Séguéla chez Euro RSCG. Oui, mais chef de pub junior, parce que je n'ai passé chef que de pub junior. 18 mois. Mais j'ai beaucoup appris, c'était super intéressant. Autre question. On remonte encore dans le temps. Quelles études a fait Franck Meynell? Architecture aux Beaux-Arts, droit à Assas, affaires publiques à Sciences Po ou lettres à Normal Sup?
Ah oui, dur, hein, donc, c'est évidemment, dur, on l'a dit tout à l'heure, Franck l'a dit, c'est il bien. a fait architecture aux Beaux-Arts. Je voudrais dire une chose à propos de Franck. Allez-y, Laurent. Et parce que finalement, c'est une question d'esthétique aussi. Quand Franck a commencé à jouer, il l'a dit tout à l'heure, il a commencé sa carrière de haut niveau sur le tard. Oui. Il a révolutionné le poste de demi d'ouverture auquel il jouait. Sur le plan esthétique en particulier, il avait un physique et une musculature, des capacités que ses prédécesseurs ne possédaient pas. Quel talent, ce Laurent. Merci Laurent. C'est beau. C'est beau. C'est un métier. C'est un métier. À ce niveau-là, c'est un En fait, Laurent, Prenez cours parce que là, voilà. Non, enfin, Laurent disait très poliment que j'étais un peu gros quoi, pour mon poste. On continue. Oh là là, c'est quoi, Charlotte On est à mi-parcours de l'émission. Franck Menel, c'est le moment pour vous de répondre aux questions des internautes. Elles vont apparaître à l'image, face à vous. On vous laisse les lire à haute voix, seul, et répondre aux internautes seul, face caméra. C'est à vous. C'est à vous. Le premier mot associé à votre nom sur Google est le mot fortune, entre guillemets. Qu'est-ce que cela vous inspire? Eh bien, Marie, ça m'inspire pas encore grand-chose. Je sais pas, c'est peut-être une référence à mon cher papa ou peut-être à mes aïeuls qui étaient j'en ai un qui s'appelait Balthazar Menel, qui était un sculpteur sous Napoléon III et qui a d'ailleurs fondu la statue qui est sur le pont Henri IV. Voilà, pour les connaisseurs. Pas encore, en tout cas, la fortune Marie. Donc, j'espère un jour, parce qu'on a le droit en France de pouvoir dire qu'on a envie un jour de faire une petite fortune, mais ce n'est pas encore le cas. Est-ce que vous avez déjà vendu un nœud-pape à l'ex-premier ministre belge, Elio Di Rupo? Une question de Rosanne. Eh bien non, mais en revanche, je m'occupe de la Belgique. En tout cas, j'ai des équipes qui s'en occupent très brillamment. Non, nous avons remis un nœud papillon, nous l'avons offert à François Mitterrand lors de la finale, et puis on va en faire un second à Jacques Chirac pour essayer d'équilibrer un peu mes propos. Mais voilà, donc à bientôt la Belgique. Au rugby, le pastis, c'est du dopage. Libertairis, c'est ça, si j'écorche. Libertaire 15. Ah pardon, voilà. Donc tu vois, Laurent, et mes yeux, ça ne va pas très fort. Eh bien, non, oui, c'est bien sûr que c'est du dopage. Mais je rappelle quand même qu'on s'est permis en 90 de boire une coupe de champagne à la mi-temps sans que la fédération s'y oppose. Donc je les remercie pour ça, c'était très noble de leur part. Merci à tous pour vos questions. Continuez à les poser à notre invité qui vous répondra dans la seconde partie de l'émission. Absolument, Fred. Merci beaucoup, Marc Landré. Merci beaucoup, Laurent Louette. Merci, On retrouve Marc. évidemment vos articles sur le site internet du Figaro. Lolo. Merci pour votre talent. On passe À la suite. Alors et maintenant, on écoute une musique. Mais alors pas n'importe quelle musique. C'est la musique préférée de notre invité. Il nous en parle juste après ça. In a sunshine when she's gone, it's not warm when she's away. In a sunshine when she's gone, and this house just ain't a home. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Et c'est une reprise très sensuelle de la chanson de Bill Withers par la chanteuse Smoma. Franck, il paraît que vous écoutez cette chanson tout le temps en ce moment. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson ? Je sais pas, un peu de calme, un peu de douceur dans ce monde de brut. Non, puis je suis complètement accro à toutes les musiques. D'ailleurs, j'ai choisi celle-là, mais j'aurais pu en choisir des tonnes. Ça fait partie c'est un facteur indispensable à ma vie. C'est dans votre playlist, quoi. Actuellement, c'est dans votre playlist. Oui, elle est illimitée et vraiment très éclectique. Alors, on veut en savoir un tout petit peu plus sur vos goûts. Vous voyagez beaucoup. Quel Énormément. pays ? Énormément même, oui. Énormément. Pas assez. Pas assez, mais bon, imaginons. Quel est le pays que vous préférez ? Sydney, Australie. L'Australie. C'est D'accord. Paris au bord de l'eau, c'est de la voile, c'est une façon de vivre que j'ai un petit peu abordée en tant que rugbyman, mais qui me plairait volontiers. Je suis extrêmement inquiet que ma fille Charlotte, qui a 16 ans aujourd'hui, fasse ce premier voyage pour aller bosser et y reste. D'accord. Un plat favori en France ou à l'étranger, justement ? Les pâtes, Lesquels ? celles que je suis capable de me faire. Ah, génial. Merci Franck, on continue. Alors, viennent de nous rejoindre
Sur ce plateau pour la seconde partie, Karl Meus qui nous parlera, bonjour Karl, de l'avenir de Laurent Wauquiez. À tout à l'heure. Karl. Mais on démarre tout de suite par un phénomène extraordinaire auquel on pourra peut-être assister. On en parle avec Cyril Van Lerberg. Bonjour Cyril, c'est la première fois que vous êtes en plateau avec nous dans cette émission. Oui. Bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef au service Sciences et Médecine du Figaro. Pendant la nuit du 31 janvier prochain, la Lune sera très spéciale. On parle d'une super lune bleue exceptionnelle. Que va-t-il se passer exactement, pardon? Alors en fait, on a une série assez étonnante de 3 superlunes entre la fin de l'année et le 31 janvier. Et une superlune, c'est juste en fait une pleine lune qui est plus grosse que les autres. Parce que plus proche de la Terre? Parce que plus proche de la Terre. En fait, la Lune, elle est pas très sage, elle ne tourne pas autour de la Terre d'une manière très régulière. Donc de temps en temps, elle est plus proche, de temps en temps, elle est plus loin. Et là, le 31 janvier, elle va arriver, elle va être pas loin de 356 000 km, ce qui est pas loin de sa distance la minimale entre la Terre et le Soleil. Entre la Terre et la Lune, pardon. Terre et la Lune, Oui. On a une animation, je crois. Et, Oui, on est en train de voir l'animation. Elle là. est à l'image en ce moment. on voit que c'est pas un écran. donc la Lune ne fait pas un cercle parfait, et de temps en temps, elle se rapproche, de temps en temps, elle s'éloigne. Et là, 31 janvier, 356 000 km? 356 000 km, là, c'est très près. D'accord. Très près, c'est-à-dire que dans le ciel, elle sera plus grosse que d'habitude. À l'œil nu, ça se voit. Mais l'autre chose étonnante 31 janvier, c'est que le 1er janvier, il y en a déjà eu une de superlune. D'accord. Donc ça fait un mois avec deux superlunes. Superlunes. Ouais. Et déjà, quand il y a 2 pleines lunes dans un mois, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. On appelle ça une lune bleue, pleine lune bleue. d'accord. Et donc on a une superlune qui arrive dans le même mois qu'une précédente superlune. Ça fait 2 superlunes bleues. Oula. Mais c'est pas fini. Ah, Qu'est-ce qu'elle a de plus? En fait, elle ne sera pas bleue. Bon, la lune oui, c'est bleue, ça, bleu, c'est quoi? C'est pourquoi? Ouais, en fait, c'est une sera pas bleu, appellation elle sera pas anglo-saxonne c'est once in a blue moon. C'est une expression pour dire c'est tous les 36 du mois. En fait, Ah oui, comme c'est le rare. cycle lunaire, il fait 29 jours, d'habitude, il n'y a que 12 pleines lunes. 12 pleines lunes dans l'année. Et là, en 2018, il y en aura 13, et dont 2 en janvier. Voilà. Donc, once in a blue moon. Et là, Ça vous fait peur. Et pourquoi elle ne sera pas bleue alors? Vous dites que ce ne sera pas tout à fait bleu, c'est ça? non, elle ne sera pas bleue du tout, elle sera rouge même. Mais pour les Américains, elle sera rouge pour une raison assez surprenante, c'est qu'on a super lune, lune bleue, Ouais. et en plus on a une éclipse de lune D'accord. qui ne sera pas visible en France, c'est dommage, Ah, mais qui sera visible aux États-Unis et dans le Pacifique, oui. Tahiti, Nouvelle-Calédonie, 31 D'accord, oui, janvier. très bien. Faut aller loin, On va y quand aller, même, on va aller Faut faire aller un loin. petit saut vite fait. Et donc là, c'est l'alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune sera parfait. Donc la Lune va passer dans l'ombre de la Terre, elle va devenir rouge. Ah, d'accord. Et Donc, comme elle est bien rouge, on l'appelle la lune bleue. c'est un peu ça. Bleu sang, j'ai C'est- lu quelque bleu part, sang, elle ouais, fait c'est bleu ça. sang. Oui, enfin Oh, bleu sang, j'ai punaise. pas encore vu la couleur, mais non, c'est quelque chose. Vous allez de. suivre ça de près. Oui. Alors là, moi, j'ai qu'une inquiétude. Ah, c'est ça. C'est Quelles la sont vos météo. inquiétudes? C'est la météo. Parce que, On est à Paris. oui, le ciel est bas, Le gris, ciel est il bas, pleut pour le gris, moins. il pleut beaucoup. Là, Ouais. oui, voilà, beaucoup d'eau dans la Seine. Donc Ouais. j'ai peur que On ne voit pas on voit grand-chose. rien. Bah, s'il y a des donc, nuages, on verra rien. Vous disiez qu'on ne la verrait que depuis les États-Unis ou le Pacifique. À l'éclipse, l'éclipse, Et on d'accord. verra la pleine lune, on verra la quand même super lune D'accord. de Paris et du reste de la France. Et ça veut dire quoi quand il y a 13 pleines lunes dans l'année? Ce sont des dictons, il y a des choses, c'est rare. Oui, c'est vraiment rare. Très, très Alors rare. là, non, l'événement, les superlunes, elles ne sont pas si rares que ça. Elles arrivent plusieurs fois par an. Mais une superlune, 2 dans le même mois, celle d'ailleurs du 1er janvier, c'était un record presque absolu. Il va falloir attendre, je crois, 45 ans pour que la Lune soit aussi proche Ah oui, d'accord. ça fait de tout la là. Terre. Et en plus, une éclipse, ça fait une combinaison d'événements, c'est incroyable. C'est juste de la combinaison, on fait tomber tout ça, et de temps en temps, ça tombe juste, et là, c'est... Ouais, Donc super. un beau beaucoup de chance. spectacle en perspective, sauf si évidemment le ciel est bas. J'espère un beau Donc on spectacle. croise les doigts pour le que la 31 météo janvier. s'arrange d'ici le 31 janvier. Merci beaucoup Cyril. Franck. Oh, j'avais un petit peu. Mais une oui, mais question c'est pour comme Franck. ça. Et après, la question pour Franck. D'accord. Parce qu'on me dit dans l'oreille, halte au qu'il feu. faut. Cyril Karl, continue à jouer. Cyril Karl, la marque Eden Park est associée au French Flair. C'est quoi le French Flair? Je vous donne quand même le savoir-faire créatif français, un parfum français, un chien de chasse français, une forme de nez. Karl, vous le savez, c'est sûr que vous le savez. Savoir créatif français, Quel talent ce Karl! dont Franck est un des exemples. Et ben voilà. Quand à l'époque, on faisait Exactement. plus de cadavres de débordement plutôt que de foncer dans le tas comme aujourd'hui. Merci, Oh là Karl. là Je peux me là là, permettre. on parle de C'est parfait, rugby, merci. tout ça, de pleine lune. Charlotte, votre question, vous pouvez y aller, mon petit. Eh bien, je voulais savoir ce que Franck pensait de la superlune. Est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse ou ça vous est complètement étranger? La science, l'espace. Non seulement ça m'intéresse, mais ça me fascine. Je suis fasciné par le ciel, par tout ce qui vole, par tout ce qui est haut, et puis il y a une part de secret dans cet espace qui m'intéresse.
les questions métaphysiques, de savoir si on est seul ou pas. Et c'est vrai, de temps en temps, j'ai la chance d'aller dans la Drôme, où il y a un ciel particulièrement clair. Et voilà, tous les soirs, je me pose la question de savoir quand est-ce qu'on aura l'opportunité de rencontrer des gens plus ou moins. Vous n'avez pas peur, donc ça ne vous angoisse pas. Non, donc c'est vrai que l'espace est magnifique et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime l'espace, j'aime le vent, et donc fatalement, je suis très intéressé par ça. Et je me posais la question en me disant, malgré la couche nuageuse, est-ce qu'il existe des systèmes, on peut aller à Papette ou ailleurs pour la voir, cette lune bleue, mais est-ce qu'il existe des systèmes qui permettent d'observer le ciel au-dessus des nuages, dans un avion, Le système le plus simple, c'est le web. Et en fait, il y a des caméras aux États-Unis qui vont diffuser l'éclipse. En altitude, si on va à la montagne et qu'on dépasse un certain. À la montagne, c'est pas mal aussi. On peut aller en haut des sommets. On est sommets au-dessus de la couche. Mais l'avion, les pilotes d'avion, ils sortent de la couche tous les jours. Ils sont au soleil. Ah eux, ils voient du soleil. Ils ont une vue privilégiée. Oui, voilà. D'accord. Évidemment, on retrouve toutes vos explications, Cyril, on ne le dit pas assez, dans le Figaro, dans les pages Sciences Santé, sur lefigaro.fr, avec toute votre équipe, Tristan Vey qui est venu récemment ici. Merci beaucoup. Franck Menel, votre marque vient de fêter ses 30 ans, on l'a dit, et joyeux anniversaire. Vous avez récemment changé son image, vous avez quitté l'identité un peu anglo-saxonne à la Ralph Lauren, pour quelle raison ? D'abord, en préambule, j'admire ce qu'a fait ce monsieur, et c'est universel, et c'est un exemple de marketing, mais dès qu'on passe la frontière, je tombe toujours sur tous les suiveurs de Ralph Lauren. Il y a 15 marques dans le monde qui, sur le mode anglo-saxon, Ralph Lauren lui-même s'étant inspiré des Anglais, travaille cet univers, donc la cajoule, la richesse de la décoration, les dorures, etc. Et donc, dès que je passe la frontière, la référence, c'est Ralph Lauren. Donc, plutôt que d'être le énième suiveur de ce monsieur remarquable, on préfère jouer sur Karl, le côté French flair, le charme, on le définit comme on veut, le côté gouailleur, le côté plus Belmondo que Delon, mais une vraie affirmation de notre style qui reste... Je crois que les Anglais ont appelé le French flair pour trouver une parade, pour ne pas oser reconnaître notre talent. Ouais. Et donc, voilà, ils ont rendu ça à quelque chose d'un peu hasardeux, quelque chose qui n'est pas très défini. Mais je crois que ce charme français, c'est aussi de l'audace. Et voilà, matérialisé pour nous par cette histoire de nœud papillon. Donc tout se coordonne bien. Quelle était votre question, Charlotte? Pourquoi vous avez quitté l'esprit anglo-saxon pour de l'archi-sobre, et en fait... Vous nous avez bien répondu. Non, voilà, je vous ai répondu. Bien répondu même. Voilà. Tout à fait bien répondu. Elle est tout de suite dernière partie de l'émission avec un sociétaire de cette émission, j'ai nommé Monsieur Karl Meus. Qui a bientôt un fauteuil à son nom d'ailleurs. Oui, qu'on fait fabriquer. On est très heureux de vous retrouver. Première fois en 2018 là quand même. Vous nous avez manqué, Karl. Vous nous avez manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Alors, samedi, Laurent Wauquiez réunit le Conseil national des Républicains. Il est très présent dans les médias actuellement. Alors, c'est quoi... Ce soir à l'émission politique. Ce soir, on est le 25 à l'émission politique. Alors, c'est quoi l'enjeu pour lui, cette séquence politique? À la fois, c'est simple et en même temps, c'est vertigineux. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez doit éviter ce qui est arrivé au Parti socialiste, c'est-à-dire de disparaître des écrans radars. Il faut se remémorer, si on faisait cette émission, si on avait fait cette émission il y a un an, on était dans l'entre-deux tours de la primaire du Parti socialiste, un face-à-face Benoît Hamon, Manuel Valls, et où on disait Benoît Hamon peut-être là une des surprises, il commençait à monter dans les sondages, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont en train de préparer leur congrès au Parti socialiste. Benoît Hamon a quitté le Parti socialiste, Manuel Valls aussi. Plus personne n'en parle. Donc l'enjeu, voilà, pour Wauquiez, c'est d'éviter ce grand vide à droite. Et est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut y arriver? Parce que quand même là, c'est. Je vais profiter de la présence de Franck Menel pour faire une comparaison avec le 15 de France. Si c'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est jouable, mais c'est loin d'être gagné. C'est jouable parce que les Républicains ont évité quand même l'explosion, pour le moment, qui a touché le Parti socialiste. Ils sont quand même une centaine de députés à l'Assemblée. Ils sont revenus après les élections législatives de juin. Ils ont gardé le Sénat. Gérard Larcher est le président des Républicains, président du Sénat. Et Emmanuel Macron va avoir besoin de Gérard Larcher et de la majorité de droite, centre-droit au Sénat pour faire passer ces réformes. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments assez forts. Et surtout, un point aussi que Laurent Wauquiez n'a pas oublié, c'est que François Fillon, malgré tout ce qui s'est pris dans la campagne, il
termine à 20%. Tout à fait. Donc c'est une bonne base. Voilà, il y a un socle de départ, ça fait une bonne base de départ pour Vous dites Wauquiez. quand même que c'est pas forcément gagné pour autant. Non, alors c'est pas gagné parce que la politique, c'est des jeux comme ça où les adversaires veillent à ne pas vous laisser un chemin facile. Et Emmanuel Macron n'a absolument pas renoncé à faire exploser la droite. Et du coup, Laurent Wauquiez doit résister sur 3 fronts. Il y a un premier front qui est qu'une partie de l'électorat des Républicains, au fond, ils aiment bien Emmanuel Macron. La politique économique d'Emmanuel Macron, il l'aime bien. Vous voyez, quand 35%, c'était un sondage publié dans le Figaro de Kantar Sofres, 35% des Français disent apprécier la politique d'Emmanuel Macron, c'est 45% des sympathisants LR et UDI. D'accord. Vous voyez le problème. Alors ça, c'était le premier front. Premier Second front. Deuxième front, pardon. Oui. c'est le front européen. Les élections européennes vont avoir lieu en mai 2019, l'année prochaine. Et là, Emmanuel Macron va essayer de tenter plutôt de détacher tous les pro-européens de droite qui sont encore chez les Républicains. D'accord. Alain Juppé, par exemple, qui a déjà dit, bah ouais, au fond, s'il y a une liste En Marche, Modem, pro-européenne, ça me tente. Il n'a pas repris son adhésion chez les Républicains. Ouais. Donc, la mission là, Wauquiez, pour essayer de contrer ça, c'est qu'il va devoir tenir un discours un peu plus pro-européen qu'il n'a tenu jusqu'ici, sans quand même perdre les électeurs, et donc essayer de miser sur une fille qui s'appelle Virginie Calmels, qui était une proche de Juppé à Bordeaux. Le troisième front. Alors le troisième front, ça ce sont les élections municipales. Ça peut vous paraître lointain, parce que ce n'est pas avant mars 2020, exactement. Elles ne seront pas repoussées, donc on sait maintenant que ça va être 2020. Donc on se dit, c'est dans 2 ans, il y a le temps. Non, ça se prépare dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le dit un petit peu dans le Figaro Magazine, les gens commencent à se parler, les gens des Républicains commencent à dire aux gens de En Marche, dis donc, il faudrait qu'on se parle, parce qu'ils voient bien que sur la ligne politique telle que Laurent Wauquiez a été élu chez les Républicains, ils ne vont pas pouvoir se faire élire. Donc il y a des contacts qui ont été pris avec Christophe Castaner, le patron de la République En Marche. Et là, le danger, il est là pour Wauquiez, parce que le renouvellement de 2020, il succède à celui de 2014, qui avait été un très grand cru pour la droite. Elle a gagné des villes jusqu'ici ingagnables, Limoges, Niort, enfin vraiment des terres de gauche. Bah, là, le problème, c'est que s'il y a des élus de droite qui passent chez La République En Marche ou qui associent des gens En Marche, et ça ne sera plus des gens estampillés les Républicains. Quel talent. Ouais. Merci, Karl. Mais bien sûr. Je voudrais poser une question à Karl, parce que je le suis beaucoup et ça m'intéresse. Oui, on lit, bien sûr, dans le magazine, sur notre plateau, sur d'autres plateaux télé. Je suis bien sûr néophyte en politique, j'écoute beaucoup, et je suis tombé sur la série Le Baron Noir. Formidable. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que c'est fascinant. Ouais. Tu as regardé la première saison déjà? Là, j'attaque la seconde. Et la deuxième. Ouais. C'est une série formidable parce qu'elle s'inspire de faits réels, qui sont ensuite un petit peu romancés, un petit peu remis dans un contexte. Qui est le Baron Noir Comme l'a relevé Ségolène Royal, la seule chose qui n'est pas totalement vérifiée dans le Baron Noir, c'est qu'une femme a accédé à la présidence de la République. Évidemment, ça fait référence. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il s'inspire. Dans la première saison, c'était des faits assez anciens sur le Parti Socialiste, sur des magots et tout. Là, il surfe sur une actualité. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui accède à la présidence et qui veut totalement transformer le système. Et évidemment, on regarde vers Emmanuel Macron. Alors, ça ne vaut pas, évidemment, House of Cards. J'imagine que tu regardes aussi. C'est série américaine, mais voilà, ce n'est pas les mêmes budgets. Et je continue à parler pour l'empêcher de t'appuyer sur le buzzer parce qu'il va nous poser des questions et ça me stresse. Ça fait quelque chose. La chocotte. Ça s'appelle la chocotte. Merci beaucoup, Karl. On retrouve vos papiers dans Figaro Magazine chaque week-end et sur Figaro.fr. Et on voit d'ailleurs la couverture du Figaro Magazine de ce week-end. Sont-ils de droite avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe en couverture? Voilà, je fais comme ça, bien droit. C'est top, j'adore. Et voilà, tapin. Et ça fait peur. Cyril, Franck. Karl, Franck Meynell a créé en 2012. Ça, c'est important, il faut qu'on en parle sérieusement. Une association qui a pour vocation de développer des actions éducatives auprès d'enfants démunis. Comment s'appelle cette association? Les papillons du ciel, les abeilles de la ruche, les moustiques qui grattent et les bourdons ou les bourdons joyeux. Tu veux vraiment qu'on réponde? Oui. Moi, je pense que c'est les papillons. Voilà, les papillons du ciel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association? Dès qu'on a
on a été éduqués quand même, malgré tout, à la sauce anglaise. Il faut que je le reconnaisse, parce que je ne peux pas dire que du mal des Anglais tout le temps. Donc je m'en inspire beaucoup. Et chez les Anglais, le caritatif est quelque chose de spontané chez tous les sportifs. Donc je me suis dit qu'au-delà de toutes les actions qu'on mène au travers d'Eden Park, et dont Véronique Valette, notre directrice de com, est responsable, auprès d'à peu près 22 assos divers et variés, ce serait marrant d'avoir un projet un jour, ce qu'on appelle propriétaire. Et j'ai eu l'opportunité d'abord de partir en vacances à Madagascar, et puis de rencontrer des gens extraordinaires et qui m'ont poussé à réfléchir un peu à cette problématique insulaire de ne pas avoir de collège, par exemple, pour un certain nombre d'enfants. Et donc on a, from scratch, on est à coups de pirogue, de cailloux. Alors moi, je n'ai pas beaucoup participé, de loin, mais il y a des gens extraordinaires, dont un type mythique qui s'appelle Nirin Alaba, qui est un malgache et qui a développé, qui s'est transformé, alors qu'il était électricien et plombier d'origine, qui s'est transformé en architecte, en maître d'œuvre, d'ouvrage, enfin. Et aujourd'hui, il est aussi le directeur de l'école. C'est une école qui est basée sur l'île Sainte-Marie. Sur l'île Onat, précisément, qui est au sud de l'île Sainte-Marie, qui est au large, qui est coincée entre La Réunion et Madagascar. Oui. Plein pot, zone cyclonique. Voilà, petit message pour Cyril. Voilà, donc c'est génial. Il y a 100 élèves qui sont là et qui grandissent de la 6e à la 3e. Et ils ont passé leur brevet du collège l'année dernière, et pour la première fois, et on a eu un taux de réussite qui frôlait les 50%, ce qui était remarquable. Donc les profs qui sont là-bas sont à la sauce malgache, hein, on n'est pas du tout là pour leur donner les grandes idées néo-occidentales, on est là vraiment pour s'appuyer sur leur méthodologie. Et si on peut, à notre manière, avec plein de gens d'ailleurs qui sont impliqués dans cette association, aider, voilà, on le fait avec plaisir. Super, eh ben, on en reparlera dans un instant. On passe tout de suite à la deuxième salve de questions. Franck, vous êtes face caméra avec nos internautes et vous répondez à leurs questions. Alors une question de Jules, slip ou caleçon, Eden Park, bien sûr. Caleçon depuis des années. Je jouais même avec un caleçon. Alors si vous vraiment voulez une petite anecdote, Frédéric, je jouais avec un caleçon parce que j'avais très très peur de me prendre un coup bas. Ouais. Or, avec le caleçon, le coup bas n'est pas assez bas pour que ça vous fasse mal, puisque le caleçon ne tient rien. Ouais, ouais. Vous voyez le truc voilà. Précision de professionnel, c'est très technique. Dernière question. Alors, c'est fabriqué où les produits Eden Park? Si vous me dites au paradis, je n'y crois pas. Bien vu, Didier. J'ai pour habitude de répondre à la presse que je choisis davantage mes usines que les pays dans lesquels nous fabriquons. Et comme Eden Park est rattaché à la qualité, que c'est un argument qui pour nous est une excuse de temps en temps à quelques petites erreurs de goût, parce que personne n'est parfait et je n'ai pas le goût, et mes équipes n'ont pas le goût ultime. On a un certain goût, mais donc on aime ou on n'aime pas. En revanche, tout le monde s'accorde à dire que la qualité est importante. Et donc on attache beaucoup d'importance à pérenniser cette marque par cet argument très très fort qui peut être français, qui est la qualité de nos produits. Et donc, dans quel pays vous fabriquez? Et donc, je fabrique depuis 25 ans au Pérou une fibre extra longue qui s'appelle le coton pima. On achète une partie de nos matières en Italie, puisqu'ils sont très connus pour avoir une main. On fabrique une partie en Europe de l'Est, une partie au sud, Portugal. Et j'essaie d'équilibrer tout ça avec les directives qui me sont données par mon service financier, qui me demande d'équilibrer tout ça. Merci beaucoup, Franck. Merci, Karl. Merci, Cyril, pour votre première venue. Vous revenez quand vous voulez pour nous parler de l'espace. C'est la fin de notre émission. Et oui, on va juste préciser à nos internautes, alors ça c'est très important, que s'ils veulent soutenir l'association Les Papillons du Ciel, des petits nœuds papillons sont en vente, voilà Charlotte on va les montrer, des petits papillons sont en vente dans les boutiques Eden Park au prix de 3 €, dont 1 € est reversé au fonds de dotation des Papillons du Ciel. Ce sont ces petites broches réalisées avec des chutes de tissu de chemise. Messieurs, vous pouvez arborer ça au revers de votre veste et en faire la promotion. Franck Meynell, est-ce que vous connaissez Clovis Cornillac? Ah oui, enfin, je ne le connais pas personnellement, mais comme beaucoup de gens, je l'ai découvert au cinéma et je continue de le suivre d'une façon fidèle. Il sera notre invité la semaine prochaine à l'occasion de la sortie du film Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre. Est-ce que vous pourriez lui laisser un petit mot face caméra qu'on lui transmettra la semaine prochaine? Alors, sans ton talent, Clovis, parce que je ne suis pas comédien, mais je voudrais que tu m'expliques cette espèce de petite bête qui monte comme ça, qui pique une espèce de trick-rops, etc. Puis je comprends rien. Eh bien, on Private joke, je pense que ça fait allusion à Brice de Nice, n'est-ce pas?
Avant qu'on ne se quitte, Franck, vous ne partirez pas les mains vides, évidemment. On vous fait un beau cadeau qui est le dernier hors-série du Figaro consacré à la ville de Saint-Pétersbourg, Ouais, la un magie numéro blanche. Exceptionnel, somptueusement illustré à mi-chemin entre le récit historique et le beau livre. Ce numéro double vous invite au plus époustouflant des voyages dans cette sublime ville d'art et d'histoire. Merci beaucoup. Merci encore, Franck Ménel, d'avoir été notre invité. Merci, Charlotte. Merci à tous Merci, Fred. de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Mais oui, même heure, même punition. Merci beaucoup, Franck. Cyril, Karl, Charlotte, À bientôt, même heure, Fred. même punition. Tout à fait. Semaine prochaine. Salut les amis.